La région de Bruxelles-Capitale produit entre 2 et 2,5 millions de tonnes de déchets par an, ce qui fait plus ou moins 2000 kg par an par habitant. Personnellement, j'ai pas l'impression de faire beaucoup de déchets par an, et 2 tonnes, ça me paraît plutôt beaucoup. La Belgique produit 67 millions de tonnes de déchets par an. Attends, 67 millions? Et Bruxelles en produit que 2 millions? C'est-à-dire que les Flamands et les Wallons, ils produisent beaucoup plus de déchets que les Bruxellois. C'est normal parce qu'il y a beaucoup plus d'industrie en Wallonie et en Flandre qu'à Bruxelles, et donc c'est pour ça que ça produit plus de déchets. Et encore, tout ça ne reprend pas les chaînes de production qui sont situées à l'étranger et qui donc ne rentrent pas du tout dans ces chiffres. La production de déchets ménagers a diminué ces dernières années. Du coup, c'est une bonne nouvelle. On est plus nombreux et on produit moins qu'avant. Alors oui, sauf qu'en fait, les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux. On produit moins de déchets ménagers par an, sauf qu'en fait, les déchets ont été poussés plus haut dans la chaîne de production. Donc on a l'impression de jeter moins, alors qu'ils sont juste invisibles. On va rencontrer Olivier à Superfacture, qui va nous présenter son projet. Tu fais partie de la fédération, donc de Récupératech. Quel rôle est-ce que tu occupes au sein de cette fédération ? Pour le moment, je suis le cofondateur de la fédération des Récupératech. En fait, on a créé la première Récupératech aux Beaux-Arts de Lyon en 2015. On avait une benne de 20 mètres cubes qui se remplissait tous les mois. Et donc ça a été un constat qui était un peu alarmant. Moi, je faisais mon mémoire sur la crise des ressources à ce moment-là. Et donc, en fait, on a remarqué que ce qui manquait, c'était juste un espace tampon pour absorber cette matière, la préserver pour éviter qu'elle soit jetée. Et à partir du moment où elle est dans une benne, en fait, elle est foutue. Et alors, donc, créer cet espace tampon pour donner le temps, finalement, au matériau de trouver une seconde vie, trouver un nouvel utilisateur. Pour acquérir des matériaux dans cette Récupératech, l'utilisateur peut ou bien rapporter des matériaux, et alors il obtient de la monnaie alternative, ou bien rendre des services, et qui lui sont rémunérés aussi en monnaie alternative. Et du coup, ça permet de créer une boucle dynamique au sein de la Récupératech. On sent que ça répond à une vraie nécessité aujourd'hui de produire autrement, de réfléchir à comment on consomme, comment on produit, comment on crée. Et maintenant on est à 22 Récupératech. Il y a aussi des écoles d'architecture, et plus qu'en école, parce qu'il y a aussi du coup des collectifs d'artistes qui intègrent ça dans leurs ateliers. Donc le projet est bien lancé maintenant, quoi. Ça marche bien. Moi c'est Zaz, on est à l'ERG, école de recherche graphique, et là particulièrement on est à la boîte à gants, donc c'est une recyclothèque, une ressourcerie. Le truc qu'on prend le plus, ça va être des plaques de bois. Donc il y a différents bois, il y a du OSB, il y a du MDF, du multi, il y a aussi de la frigolite, du verre et du plastique. Je pense que c'est ça qui parle le plus parce que ça fait des grandes pièces. On a aussi fait des récup de peintures à Pauline qui est à côté, qui produit des peintures un peu mates comme ça, donc c'est de la qualité, c'est chouette. On a tout ce qui va être du papier ou pour de la petite construction, on a de la peinture de maquette par là aussi, de la brique qui se cache derrière, il y a du sable, il y a du ciment derrière aussi. Recycler quelque chose, c'est pas la même chose que le réemployer, étant donné que le recyclage, il y a une destruction profonde de la matière, ça consomme beaucoup d'énergie, d'eau, ça a parfois un impact sur l'environnement. Là où le réemploi, on est sur une réutilisation beaucoup plus directe des matériaux, et nous du coup c'est vraiment ce qu'on prône au sein de la fédération des Récupératech. Surtout de base, il y a des problématiques de conception du produit. Comment on fait pour qu'un produit soit réemployable au mieux, recyclable au pire, mais déjà rien que recyclable, aujourd'hui à l'heure actuelle, on est dans des matériaux qui sont quasiment tous
composite, et du coup les éléments sont très difficilement décomposables et recyclables. Donc en fait aujourd'hui, déjà faire des matériaux recyclables c'est déjà pas évident. Faire des choses qui sont réparables, démontables, oui, la réparabilité évidemment ça fait partie de l'économie circulaire. Ok, bon, on va aller voir Élise, elle est cofondatrice du projet Fais-le toi-même. Bonjour Élise. Bonjour Corentin. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer exactement en quoi consiste Fais-le toi-même? Oui, Fais-le toi-même, c'est une ASBL que j'ai fondée en 2016 qui a une petite ambition de tirer le secteur de la création locale et de l'artisanat durable vers le haut. On fédère des écosystèmes de créateurs et d'entrepreneurs durables en activant des lieux mixtes de travail, de vente et d'accueil du public. Tu pourrais nous expliquer avec tes mots un peu le concept d'économie circulaire parce que c'est parfois un peu complexe pour les gens de comprendre. Oui, je vais essayer de vulgariser ça. Dans l'économie classique, qui peut être dite linéaire, on produit, on consomme, on jette un résidu. Dans l'économie circulaire, on produit, ou on répare, ou on récupère, ou on rajoute une valeur ajoutée à un objet. Et en fait, on fait en fonction qu'il ait une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, une cinquième vie, et qu'il produise le moins de déchets possible de par toute sa vie. Alors, fais-le toi-même en tant qu'ASBL qui, du coup, structure des écosystèmes, ne rentre pas elle-même dans des projets d'économie circulaire, mais on favorise l'émergence d'acteurs qui travaillent avec ces principes-là. La seule chose que fait le toi-même qui pourrait être considérée comme de l'économie circulaire, c'est qu'on fait de la vente en circuit court parce qu'on met en contact des créateurs directement avec le grand public et donc effectivement on permet ça. Si vous voulez les gars, on peut aller voir un professeur à l'ULB qui s'appelle Marie Cudon. Et donc l'économie circulaire, c'est pas nouveau. Hein. Donc autant même la circularité dans les années 70, on commençait à en parler. Fin des années 90, il y a aussi le terme d'économie circulaire qui est arrivé. Donc ça fait 20 ans qu'il est là et donc il évolue. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est quand même pas mal de logique autour de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est l'idée de pas simplement en fait acheter quelque chose, mais louer, hein, passer d'une propriété à un usage aussi. Et donc ça, c'est une évolution. On voit qu'on a de plus en plus de modèles autour de la fonctionnalité parce que c'est aussi plus sans doute dans l'air du temps aussi. Hein. On voit la facilité d'usage. Maintenant, ce n'est pas toujours les modèles qui sont les meilleurs en termes d'environnement. Hein. Ce n'est pas parce que c'est l'économie fonctionnelle, l'économie circulaire, que c'est toujours un impact environnemental positif. Donc il faut aller plus loin. Il y a quand même un impact environnemental, etc. Il peut y en avoir un. C'est certain que lorsqu'on pense à créer des boucles, hein, de circularité où en fait, lorsqu'on conçoit un produit, ce qui va être après l'usage de ce produit, le déchet pourrait être réutilisé et ça plusieurs fois, il y a un impact environnemental positif. Maintenant, lorsqu'on pense par exemple à ces trottinettes électriques, hein, on parle de fonctionnalité, l'impact environnemental net, lorsqu'on fait l'analyse de cycle de vie, il peut même être négatif quelquefois parce qu'en fait elles sont assez peu utilisées, en tout cas certaines. Donc il ne faut pas partir du fait que c'est toujours bon. On pense trop aux déchets lorsqu'on pense à l'économie circulaire, ça va beaucoup plus loin, ça va vraiment dans la conception dès le début, alors que dans d'autres cas, on n'est pas simplement dans cette boucle-là, mais on est dans l'usage par exemple, dans l'économie du partage, l'économie fonctionnelle aussi. Alors est-ce que tu peux nous faire un peu visiter Fais-le toi-même? Oui, alors, je t'embarque. Hein. Là, c'est le bureau de Zero Waste Belgium, donc là tu passes dans la partie plutôt association, sensibilisation. Donc c'est une association qui travaille aussi bien avec les particuliers qu'avec les grandes entreprises pour favoriser les démarches zéro déchet. Cet été, ils ont bossé par exemple sur la foire du Midi, qui, on l'imagine assez bien, est un carnage en termes de production de déchets. Donc voilà, ils essayent d'avoir des impacts comme ça, aussi bien sur les particuliers que sur les grandes entreprises. En fait, au sein de Fais-le toi-même ici, on a un mishmash entre les artisans créateurs, les entrepreneurs purs et durables et les associations de sensibilisation. Ce qui est intéressant en mixant ces deux publics, c'est qu'en fait ils ont des ressources et des besoins qui se croisent, donc parfois ils arrivent à répondre les uns aux autres. Et puis après tu arrives chez Roxar, elle fait de l'upcycling de mobilier qu'elle trouve essentiellement sur les poubelles saint-gilloises. Ok, donc ça c'est vraiment l'économie circulaire pure et dure. Ouais, pure et dure, c'est l'économie circulaire. Commencé à récupérer des meubles un peu chez moi pendant le premier confinement et au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça plaisait à pas mal de gens. Moi je trouvais ça vraiment intéressant, la démarche écologique de récupérer des meubles et
de les peindre parce que j'adore peindre. Et j'ai eu la chance de trouver un super local au sein de l'association Fais-le toi-même, d'accéder à un atelier qui me permet de poncer. Donc poncer, bricoler, construire aussi d'autres meubles. Du coup, Alice, elle fait sa propre gamme, mais elle organise aussi les cafés couture ici le week-end. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a une grande oignon de machines à coudre, parce qu'elle accueille des élèves qui apprennent à coudre, du coup. Donc, je suis styliste modéliste et j'ai un atelier ici au sein du collectif Fais-le toi-même de couture. Donc, j'ai une marque qui s'appelle Atelier Blush, qui est une marque de vêtements hommes, femmes, enfants. J'ai aussi une gamme de bijoux et donc tout est confectionné ici par mes soins. Et puis, tu arrives chez Kiki. Alors, Kiki, c'est une boutique en circuit court qui, du coup, vend les créations de tous les créateurs qui sont ici au-dessus, plus d'autres créateurs bruxellois. J'ai ouvert le magasin Kiki ici dans l'écosystème Fais-le toi-même parce que pour moi c'était vraiment intéressant de rencontrer directement des créateurs et de pouvoir travailler sur des collaborations et dans le collectif et de faire partie de la gestion du lieu en même temps et de pas juste ouvrir un magasin toute seule et de pouvoir présenter au public des créateurs qui travaillent dans la même maison. C'est vraiment un super projet. On n'est pas une gouvernance horizontale, mais on n'est pas complètement vertical non plus. On a, on va dire, 2 ou 3 niveaux comme ça qui se rejoignent plutôt en diagonale. Donc Fais-le toi-même en tant que structure a un conseil d'administration. Donc là, c'est une structure tout à fait décisionnelle, verticale, classique d'ASBL ou d'entreprise. Mais en dessous de ça, au sein du projet ici, chaque membre est représenté dans une cellule. Chaque cellule est thématique. Par exemple, pour avoir la cellule qui s'occupe des événements collectifs ici, ou une cellule qui aménage les communs, quoi. Et puis une fois tous les 2 mois, on passe en assemblée générale, et là c'est tous les membres de façon individuelle, et toutes les décisions se prennent au consentement. C'est-à-dire que si tu ne peux pas vivre avec la proposition et la décision qui est prise, alors tu le dis et elle n'est pas adoptée. On aimerait se développer dans des communautés de créateurs, comme je le disais, d'une manière plus large. Une récupérathèque, ça s'inscrit dans une communauté de créateurs. À partir du moment où il y a un collectif qui est soudé et qui a envie de mutualiser un stock de matériaux et peut-être de l'ouvrir au grand public, et ça marche. Moi je connais pas super bien l'écosystème, fais-le toi-même. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots Oui, en 2-2, on a des artisans créateurs et des entrepreneurs durables qui sont hébergés dans le bâtiment. C'est à la fois un bâtiment d'accueil du public, de travail d'atelier, de travail de bureau et de vente. Et on a en bas des ateliers, un atelier partagé, menuiserie. Puis tu as plein d'acteurs différents quand même, hein, dans des corps de métier, donc avec des matériaux différents. Mais tous, non pas tous, beaucoup d'entre eux avec une volonté ou un travail sur la récupération. Donc, a priori, ça semble cohérent. Et on a une monnaie aussi, on a une monnaie interne. Allez, Ouais. c'est vrai. Ça s'appelle le mutant. Et donc le mutant, c'est une monnaie d'échange de temps. Et donc, fais-le toi-même envisage de mettre en place une récupérathèque. Si c'est possible. Dans le quartier, il y a déjà il y a déjà 3 récupérathèques, une à Loki, à la prison, une à la caverne, enfin à l'ESA Saint-Luc, à Maurichard, caverne d'Ali Baba, et une à rue du Page pour la boîte à gants à l'Ergue. Faire connaître l'école en fait via la récupérathèque sur le quartier. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Dans les créateurs qui sont ici, je ne suis pas certaine qu'il y ait un besoin vraiment d'une récupérathèque. Par contre, ils produisent des déchets qui sont déjà des déchets de récupération, mais enfin, tu vois, des deuxièmes vies de déchets encore utilisables. Et il y a une grosse demande du quartier. Comme Fais-le toi-même est quand même un peu, tu vois, pointé du doigt pour ces trucs-là. J'ai les écoles qui passent, parce que Saint-Luc est à côté, l'Ergue est de l'autre côté. Il faudrait que ce soit organisé. Je ne peux pas du tout passer mon temps à ouvrir les portes aux écoles du coin pour leur donner des chutes de bois, quoi. Oui, donc en fait, une récupérathèque serait peut-être pas idéale, mais plutôt que vous deveniez un partenaire de différentes écoles et que vous puissiez mettre à disposition des chutes que vous avez. Oui, en fait, peut-être que ça devient plus une giftbox, une récupérathèque. Voilà. Ouais, c'est possible, effectivement. Ok. En tout cas, ouvert sur le quartier. Après, je dis ça, ce n'est que mon humble avis. Si ça se trouve, les membres vont avoir tout à fait une autre opinion.
Ça faisait longtemps que le collectif cherchait un lieu pour pérenniser justement son travail autour je sais pas comment dire ça, du fait d'arriver à recentrer, à regrouper des gens qui ont des objectifs communs dans voilà, l'artisanat, l'art, le local, voilà, des choses un peu plus qualitatives, durables, et de faire des liens effectivement entre nous. Une sorte de ressourcerie en fait nous intéresse. Maintenant on a des besoins aussi divers, moi c'est le textile, mais il y en a d'autres qui vont travailler le bois ou les bijoux. Mais voilà, je pense que déjà chacun fait déjà un petit peu là-dedans, mais serait intéressé effectivement qu'on puisse peut-être mettre en place quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Une récupérathèque, moi, ça serait vraiment un super projet parce que par exemple, j'ai récupéré ce cadre et j'ai pas de plaque derrière pour mettre la vitre, donc ce serait parfait de récupérer du bois pour finir les meubles que je récupère. Il faut s'investir dans des projets comme la récupérathèque, comme voilà, il y en a plein. Il y a plein de choses hyper belles qui se passent pour le moment, plein de choses évidentes qui se passent. Et en fait, les politiques aussi, ils attendent que ça, que de voir des initiatives qui se développent pour après s'en ressaisir et les généraliser. Et clairement, les politiques, ils vont juste suivre une tendance. Les gens sentent qu'il y a une nécessité et du coup, ça émane parfois plus du citoyen que du politique. Mais à Bruxelles, j'ai l'impression qu'il y a du soutien pour ça, quoi. Il y a une vraie volonté de transition. L'économie circulaire, elle est déjà à Bruxelles, hein. Donc en partie, il y a déjà des acteurs pionniers qui se développent petit à petit. On voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui facilitent, notamment ce qu'on appelle les incubateurs d'entreprises, hein. Ce sont des endroits où quand on a une idée, on peut aller pour développer son entreprise. Et donc je pense que c'est toutes ces activités d'entrepreneuriat et aussi sans doute un lien, le renforcement des réseaux des acteurs qui sont déjà dans l'économie circulaire, pour qu'ils se connaissent mieux, pour qu'il y ait un peu plus de collaboration encore que ce qui est fait aujourd'hui. Donc il y a un moment, il faut aussi pouvoir relocaliser la production. Et je pense que les récupérathèques, du coup, ont un rôle à jouer pour s'associer à ces créateurs et ces micro-lieux de production pour finalement voilà, fournir directement la matière première secondaire à ces lieux qui seraient un peu partout rétablis sur le territoire bruxellois, belge. Voilà. Il y a une augmentation des nouveaux projets en économie circulaire. Est-ce que ces projets tiennent dans le temps ? Ça, je ne suis pas sûre. Donc il y a une augmentation au niveau de la création. Sur la pérennisation, on n'a pas assez de recul aussi pour le dire, c'est quand même relativement neuf, mais c'est fort mis en avant et propulsé par nos pouvoirs publics. Et donc de fait, il y a du subside, de la volonté de voir plein d'entreprises se créer comme ça. Moi, j'en connais aussi beaucoup qui arrêtent. Parce que c'est difficile. Déjà, un business model classique, c'est difficile. Un business model en économie circulaire, c'est encore un peu plus difficile. Je connais pas mal d'initiatives qui sont malheureusement cassées la figure parce que voilà, aujourd'hui, on a des Primark, on a des Ikea, on a des choses face auxquelles on sait juste rien faire, quoi. C'est désespérant. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça devient plus un effet de mode qu'un véritable investissement ou engagement de la part de ceux qui montent ce type de projet ? Moi, j'évolue et je vis dans la bulle de ceux qui le font vraiment, avec plein de valeurs, énormément d'engagement, et franchement, ils travaillent tous comme des pétés, donc je sais que c'est pas du greenwashing, quoi. Ce que je vois émerger en économie circulaire, mais du coup moi je ne les mets pas dans cette catégorie-là par rapport à ta question précédente, pour moi c'est pas de l'économie circulaire, c'est pur et dur du greenwashing. Oui, ça par contre c'est en sérieuse augmentation, mais ça existait déjà il y a des années et maintenant c'est n'importe quoi. Le tout est malheureusement au consommateur d'apprendre à faire le tri. En quoi l'économie circulaire est-elle nécessaire mais pas suffisante ?
Elle est nécessaire parce que sans doute on a besoin aujourd'hui de repenser notre modèle économique, ou nos modèles économiques, hein, donc l'économie au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau mondial, mais aussi les modèles économiques, plutôt ce qu'on appelle au niveau microéconomique. Hein. Et elle est sans doute insuffisante parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que c'est circulaire que ça a toujours le même impact en termes environnementaux ou en termes sociaux. Une des dimensions intéressantes aussi, c'est que l'économie circulaire, elle pense ou elle repense l'économie à travers ses liens sociaux. L'idée, c'est de créer des liens forts aussi entre un consommateur, un producteur, mais aussi entre un producteur et un autre producteur. Et du coup, ça peut permettre aussi de renforcer un tissu économique régional, local. Mais ça dépend d'où vient l'impulsion, quoi. De nouveau, si elle vient du bas et qu'on est plein de petits projets comme ceci et même des plus grands à s'inscrire là-dedans, c'est top évidemment, mais on va pas changer le système, non. Je ne sais pas ce qui va changer le système, je suis pas convaincue qu'il va changer un jour. Tu me poses vraiment des grandes questions. Quelles sont un peu finalement les limites de l'économie circulaire, pour reprendre le terme? Ouf, oh là là. Elles sont énormes, les limites de l'économie circulaire. C'est-à-dire que faire de l'économie circulaire dans un système qui l'est absolument pas, c'est relativement de l'ordre de la blague, quoi. Je dis pas, hein, les projets sont géniaux, et à Bruxelles, des projets en économie circulaire, même pure et dure, au niveau de la construction, des choses vraiment lourdes, ils ont des impacts locaux qui sont super chouettes, et les projets sont plein de sens. C'est juste que ça dépend de l'échelle à laquelle tu regardes, quoi. Et plus c'est macro et plus c'est global, plus tu te dis, oui, bon, c'est très chouette de faire des projets d'économie circulaire, mais tant que la pollution mondiale sera causée par 4, 5, 6 grosses entreprises dans le monde, est-ce que ça change quoi que ce soit? C'est de la même façon que quand je prends mes petits bocaux pour aller acheter en vrac. C'est sympa, j'ai bonne conscience, et voilà, c'est mon train de vie à moi, et ça met du sens dans tout ce que je fais, mais l'impact global de ça, il est inexistant. Tant que la main-d'œuvre est super chère en Belgique et que les gens, du coup, ne sont pas prêts à payer plus cher pour différents biens de consommation, on reste dans un problème qui n'a pas d'issue. Je prends l'exemple de Rotor, qui est donc une coopérative qui revalorise des matériaux issus de chantiers de déconstruction. Eux, typiquement, ils ont arrêté leur filière de réemploi de toilettes et d'urinoirs. Enfin, on a des toilettes qui viennent de Chine et qui coûtent tellement rien que même nous, on n'arrive pas à ce que ce soit rentable économiquement. On va arrêter. On reprendra le jour où le prix du neuf aura un peu augmenté, quoi. Mmh. Mais donc on en est là, concrètement. Ma vision utopique, c'est que les lieux qui accueillent des récupérathèques puissent être 100% circulaires, c'est-à-dire ne plus faire appel à de la matière première neuve. Idéalement, la fédération des récupérathèques, elle est vouée à disparaître, entre guillemets. Mmh. Ce serait parfait, dans le sens si les récupérathèques pouvaient se débrouiller tout seuls. Après, on en est loin et je ne sais pas si on y arrivera un jour, étant donné que le réseau grandit de jour en jour. Et que on remarque qu'il y a une vraie nécessité en fait d'accompagnement qu'on avait un peu sous-estimé au départ quand on avait lancé le projet de la fédération des récupérathèques. Le premier objectif, ce serait que les artisans créateurs, les entrepreneurs durables et les associations qui travaillent dans ce sens-là puissent vivre de ce qu'elles font. En fait, c'est très basique, mais les artisans créateurs, principalement eux, vivent dans une certaine précarité, si pas financière, en tout cas morale, une insécurité assez permanente, ils ont pas de statut, ou parfois ils en ont 3, et ils cumulent comme ça, ils combinent, ils sont obligés de faire des tours de passe-passe pour s'en sortir, ils sont hyper taxés, il y a une TVA atroce, et ce qui fait que même quand on produit bien, vend bien, qu'on a les bons canaux, ça reste très difficile. Quelle est ta vision utopique du futur et comment l'économie circulaire s'inscrit-elle dedans? Alors, c'est une question vaste, hein, mais clairement, quelques mots-clés ou quelques concepts clés dans cette vision, c'est la question de l'émancipation. Je pense que notre futur doit être un futur dans lequel les citoyens peuvent s'émanciper, avoir leurs projets, quel que soit leur projet personnel,
familial, collectif. Aussi une société sans doute inclusive, hein, et une société aussi, troisième dimension, qui est sans doute plus respectueuse de son environnement, de la nature, et qui se conçoit aussi en interaction, nous citoyens, avec cette nature-là.